Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Green White Checkered, vous connaissez maintenant notre émission bimensuelle qui traite de l'actu du sport auto, réel ou virtuel. En ces moments, c'est sûr que c'est aussi concerné ce sport auto virtuel, on en parle beaucoup et on va encore en parler aujourd'hui. Alors Laurent Frédéric Bollet, votre serviteur. J'espère que vous suivez toujours un petit peu l'After Lap, mon podcast, mais en tout cas, moi je suis toujours ravi tous les 15 jours d'accueillir Maxime Potard à mes côtés. Salut Maxime. Salut LFB, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Afterlap pour ce nouvel épisode, le 6e du genre. On espère que vous êtes toujours prêts à suivre nos débats et nos explications sur l'actualité, aussi virtuelle qu'elle soit, mais vous allez voir que cette semaine on a repris un petit peu les activités un petit peu partout dans le monde et on a hâte d'en parler. Juste au passage, Maxime, alors félicitations, parce que je crois que tu as dépassé la barre mythique des 40 000 abonnés sur ta chaîne YouTube aussi à toi. Bravo, dis donc. Je sais pas comment tu fais. Hein. Merci, ça c'est le talent et la modestie. Hein, non. Non, mais sincèrement, symbolique, je ne sais pas, mais c'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir de voir que même en mettant les deux pieds sur la pédale de frein pour certaines choses, les gens sont toujours là et restent attentifs à ce rendez-vous et aux autres productions qu'on peut réaliser. Toi comme moi, j'ai eu le plaisir de faire partie d'un des épisodes aussi de l'Afterlap il y a peu de temps, le 39e, donc voilà, on est content que cette association continue à vous plaire et à vous enthousiasmer. En tout cas, on continuera pour l'instant comme ça parce que nous aussi, ça nous plaît. Enfin pour ma part, toi je ne sais pas, hein, mais... Alors aujourd'hui, écoute, je t'annonce qu'on va parler de la reprise de la NASCAR en fin d'émission, des 24 heures du Mans virtuel qui se profilent à l'horizon. On va parler du scandale Abt au milieu, Daniel Abt en formule électrique virtuelle. Là aussi, c'est un sacré débat, mais je te propose de commencer avec Sa Majesté la Formule 1 et une actualité qui depuis 15 jours effectivement n'a pas d'exemple. Donc ça y est, on abaisse le drapeau vert, c'est la section green et on parle donc de F1 et du transfert circus. Allez, la première partie donc de cette émission, le drapeau vert est abaissé, on va parler de la Formule 1. Donc Maxime, on était pas mal il y a 15 jours, hein, donc la nouvelle venait de tomber, Sébastien Vettel et Ferrari, c'était terminé, et on supputait un petit peu sur le casting à venir, et on se doutait qu'il allait y avoir un effet un petit peu domino, ou boule de neige, appelle ça comme tu veux, et qu'évidemment la décision Vettel allait en entraîner plein d'autres. Alors écoute, je crois qu'on avait déjà évoqué le fait que c'était Carlos Sainz qui était le candidat idéal pour remplacer Vettel chez Ferrari, donc ça a été confirmé quelques heures seulement après notre dernière émission de Green White Checkered. Bon écoute, si on y revient là-dessus, j'ai envie de te dire que c'est pas complètement une surprise, que le profil de Sainz, oui, me semble parfaitement correspondre à ce qu'attend Ferrari. Je veux croire, moi, que l'influence de papa Sainz est quand même assez importante, que j'ai croisé moi quelques fois dans ma jeunesse le personnage Carlos Sainz alors qu'il était déjà qu'il était encore pilote. Je peux te dire que on sentait bien que ça allait au-delà du pilote, hein. C'est une personnalité, que ça gère bien les choses par derrière, qu'il y a des réseaux, qu'il y a il y a de la présence dans le milieu du sport auto incontestable. Je suis sûr que ça joue, mais je dis pas ça contre Carlos Sainz Jr. qui, je pense, a bien mérité sa place chez Ferrari. Maintenant, beaucoup m'ont demandé ces 15 derniers jours, est-ce que je le voyais comme un rival de Leclerc? Moi, écoute, tu vas me dire tout de suite ce que t'en penses. Moi, je te dis non. Pour moi, Leclerc devient le taulier chez Ferrari et le numéro 1. Alors évidemment, il est censé l'être par ses résultats en piste et dès le début. Mais au niveau hiérarchie, je ne peux pas imaginer que Carlos Sainz arrive chez Ferrari en disant bon, je vais battre tout le monde et attention Charles Leclerc, je suis là aussi pour te battre. Non, il arrive forcément pour moi avec un petit peu de modestie et il arrive forcément quand même en numéro 1,5. Allez, on va dire ça. Peut-être pas numéro 2 affiché, mais numéro 1,5. Et pour moi, oui, c'est bien Charles Leclerc, le patron de Ferrari qui a pris le pouvoir donc en moins d'un an. Mais sur la présence de Sainz, ça me semble plutôt raccord et plutôt bien vu avec une équipe jeune et motivée. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'on a un tournant de l'existence de la Scuderia qui a envie de quitter ses vieux démons. On en parlait la semaine passée avec le syndrome d'avoir un grand champion qui va faire renaître la Scuderia. Je pense que là, avec Sainz, on a deux numéros 1 et demi l'un à l'autre. Je pense qu'ils vont pouvoir se sauver la mise quand l'un des deux aura un problème. Je vois mal Sainz dans son caractère devenir un nouveau Barrichello par exemple. Ça va être difficile pour lui d'être porteur d'eau parce qu'il n'a pas envie de ça dans sa carrière. Comme tu l'as dit, je pense pas que le paternel acceptera non plus longtemps que le fiston soit porteur d'eau. Peut-être la première année pour s'instaurer et s'installer. Leclerc chez Ferrari, il faut voir aussi la durée du contrat. Ça peut être quelque chose qui peut très vite basculer. On sait que on parle de Bottas qui pourrait partir, Hamilton. Est-ce que le fait d'avoir un Sainz qui serait entre guillemets en test pendant un an en étant un bon deuxième pilote ou pilote ennemi, comme tu le dis, il ferait venir Hamilton à la place d'un Leclerc. Leclerc pourrait aller voir ailleurs. Donc la position de Sainz pour l'instant elle est très claire, c'est épauler Leclerc pour sa première année et faire le moins de bêtises possible et montrer sa fiabilité et sa capacité à réagir
à l'image, j'en sais rien, d'un Herbert chez Benetton par exemple, ou d'un Barrichello chez Ferrari, qui dès qu'il y avait un problème, ou pas trop un Coulthard chez McLaren, parce que bon, David Coulthard a eu pas mal de malchance ces dernières années de carrière, mais tu vois l'idée, je veux dire vraiment, si Leclerc ça ne se passe mal, que quelqu'un derrière assure. Et je pense qu'on a plus de chances d'avoir ça avec Sainz qu'avec un Ricciardo qui a cette envie d'entrer dans une équipe où il est numéro 1. Et je pense que chez McLaren, Lando Norris étant tellement encore débutant, même s'il a prouvé de belles choses, ça met déjà un équilibre chez McLaren. Ricciardo, quel lapsus avec Ferrari. Ricciardo qui est titulaire et Lando Norris qui sera l'apprenti de Ricciardo encore. Et chez Ferrari, Leclerc va déjà être propulsé numéro 1, mais on sent que c'est un rôle qui lui convient bien et il a déjà été bridé l'année dernière à cause de Vettel. Donc cette année ce sera encore le cas, peut-être en étant exacerbé sur une saison qui peut être, comme on l'a déjà évoqué, très compacte, très dense, très dur psychologiquement, et le choix effectivement d'avoir un Carlos Sainz derrière qui est un pilote fiable, qui sait mettre au point, qui n'est pas un grand caractère, parce que c'était un défaut de son papa aussi, c'est que comme on dit il avait une grande parfois c'était bien mais parfois ça pouvait lui porter préjudice. Là Sainz il est un petit peu pas dire la force tranquille pour reprendre un slogan connu, mais un petit peu la fiabilité assurée, et je pense que si Ferrari avait opté pour Ricciardo, ils n'auraient pas eu cette stabilité psychologique face à Leclerc, Leclerc maintenant fonce. Il veut personne sur son passage. Ferrari a décidé de faire ce que fait Red Bull avec Verstappen, c'est-à-dire le mettre en tant que numéro 1. Et à côté, un pilote fiable. Albon est encore jeune chez Red Bull. Lando Norris commence à avoir une bonne expérience chez McLaren. Et chez Ferrari, je pense que le meilleur choix, c'était Carlos Sainz, effectivement. Ouais, non, mais il est obligé en tout cas. Et chez les Sainz, il y a suffisamment d'intelligence pour s'en rendre compte. Il va être obligé de jouer Team Spirit. Effectivement, comme tu l'as dit, on est tous les deux d'accord. Il ne peut pas arriver en disant je vais niquer tout le monde, si vous me pardonnez l'expression. Il est obligé de la jouer un petit peu modeste, solide, avec suffisamment d'ambition quand même pour montrer qu'on est pilote Ferrari et que c'est pas n'importe quoi. Mais c'est vrai que Leclerc avait le beau rôle l'an dernier, parce qu'on savait bien que Vettel c'était déjà sur une durée assez longue et qu'il y avait peut-être déjà une amorce de pente descendante. Il avait le beau rôle de remuer, de secouer le cocotier, voilà. Et il l'a fait de ce rôle à fond. Bon, il a pris le pouvoir. Sainz, c'est un petit peu le même profil, mais 2 ans plus tard. Donc effectivement, Sainz ne peut pas rejouer le même rôle dès l'année d'après. Donc Leclerc a réussi à s'installer. Sainz arrive comme un super complément. Et effectivement, on peut penser que si ça s'entend bien, si c'est bien géré, mais on espère que M. Binotto va le faire, il y a de quoi avoir une équipe assez enthousiasmante et rapide en tout cas. Est-ce que tu penses que... Moi, je sais que le dernier changement, c'est vers 93, quand Jean Todt est arrivé. Il a mis 3 ans à reconstruire une Scuderia pour moi, parce que la vraie expression de leur combinaison de travail, c'était à partir de 96, avec notamment le Grand Prix d'Espagne, etc. Le côté renouveau de la discipline, ce que Williams n'a pas su faire, ce que McLaren a eu du mal à faire aussi avant fin des années 2010. Je pense que là, on est vraiment dans cette situation où il faut vraiment tout revoir, mais ne pas avoir peur. Moi, j'aimerais tellement voir Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia, pas parce qu'il est français, mais parce que sa psychologie, il connaît Leclerc, il travaille avec des jeunes, c'est bête, mais j'ai l'impression que pour un tuteur de jeunes pilotes, je vois tellement bien Frédéric Vasseur qui a pendant des années géré des équipes de GP2, des équipes plus jeunes, avec ce besoin de calmer parfois les esprits, ce que n'a pas fait ni Binotto, ni Arriva Bene, ni d'autres gens avant lui. C'est peut-être savoir gérer des jeunes pilotes, et c'est pas des mauvais pilotes, c'est juste des jeunes pilotes, et on les apporte pas pareil, et ça évolue tellement vite ces dernières années, même moi je commence à le sentir alors qu'on a une différence d'âge. Je pense que pour toi c'est d'autant plus marqué aussi que ça se précipite de plus en plus, mais je pense que c'est un cycle et que c'est toujours comme ça, mais qu'on s'en rend compte avec l'âge, avec les années, etc., de suivre la discipline. Et je trouve que là, on a une accélération depuis 2 ans, des changements de méthode, des changements de structure, de mentalité, de priorité, de choses qu'on idolâtrait avant dans le sport, qui étaient intouchables, et qu'on se dit maintenant, bon vas-y on change, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne, que garder à la tête des équipes des gens qui ont cette mentalité à l'ancienne d'il y a 15, 20, 30 ans, je suis désolé, des patrons comme Claire Williams ou Frank Williams, des gens qui ne sont plus à même de gérer. Aujourd'hui on a peut-être plus des financiers, à l'image de ce qu'il y a chez Racing Point, etc., des gens qui sont plus dans la gestion business que dans l'amour du sport. C'est différent, tu vois. Et chez Ferrari, il faudrait peut-être prendre le risque de passer à ça, même s'il y a la tradition, la maison, l'histoire, etc. Peut-être que, comme on dit, un bon coup de pied aux fesses de tout le monde pour faire un tri, peut-être bénéfique. Et c'est ce qu'il y a eu aussi un peu chez McLaren. Ils ont changé les 2 pilotes. Zach Brown, bon, il a un peu nettoyé comme il voulait, même si c'est compliqué chez McLaren, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Chez Renault, c'est pareil. Ce qui pose problème à Renault aujourd'hui, c'est sa direction. C'est pas ses pilotes. Ricciardo est bon, Ocon est bon, Hülkenberg était bon. C'est juste que voilà, Cyril Abitboul et les dirigeants savent pas gérer une équipe. Point. Et je le dis, c'est pas le sujet, mais ça donne un exemple de ce qu'il y a comme malaise aussi chez Ferrari qui doit être résorbé, je pense, avec une nouvelle direction aussi
en 2021 ou même avant. Non, mais t'as raison, et c'est ça qui fait la richesse de nos interventions, parce que on vous le dit franchement, chers auditeurs, téléspectateurs, oui, on se cale pas pendant toute la semaine qui précède pour savoir exactement qui va dire quoi. Totalement. Alors ça, pas du tout. Oui, c'est un peu live. On a déterminé Maxime et moi nos chapitres, et puis on se lance, et puis il y a de la surprise. Là, ce que tu viens de dire, Maxime, je savais pas que t'allais le dire, mais t'as pas tort. Et effectivement, cette année, elle est tellement spéciale, elle est tellement hors norme. On sait même pas si elle va reprendre. Bon, tu sais comme moi, ça y est, ça commence à se préciser. Oui, l'Autriche, la Hongrie, Silverstone qui se positionne, même si en Angleterre. Bon, mais bon, je veux croire qu'effectivement, on va bien avoir une saison un petit peu quand même 2020 de F1. Et qu'on le veuille ou non, c'est une révolution qui est en train d'avoir lieu et plus rien ne sera comme avant. Ça, je le pense sincèrement. Donc oui, chez Ferrari, on a peut-être loupé le coche de ne pas faire une véritable révolution de palais, de ne pas profiter de ces 6 mois finalement qui sont offerts à tout le monde pour mieux se réorganiser. Alors évidemment, ça passe par couper des têtes, ça passe par restructurer, réorganiser. Donc on fait un petit peu là, on mélange la chèvre et le chou, des jeunes pilotes d'un côté, mais en même temps le fonctionnement à l'ancienne. Mais t'as raison, ça valait peut-être le coup du côté de chez Fiat ou même de grandes instances italiennes de taper un petit peu plus du poing sur la table et d'essayer de moderniser tout ça. T'as tout à fait raison. Alors si on enchaîne avec les transferts, donc l'autre effet domino, ça a été Ricciardo chez McLaren pour remplacer Sainz. Donc non, Vettel n'est pas chez McLaren déjà. On va évoquer Vettel dans quelques instants. Écoute, sur le papier, c'est vrai que c'est assez aussi enthousiasmant parce que Ricciardo, c'est vrai qu'il symbolise une sorte de joie de vivre, une personnalité vraiment qui est sympa, de l'envie, de la. Est-ce que ça correspond à la mentalité froide et anglaise de McLaren? C'est ça qui me fait peur chez Ricciardo. Ah non, mais moi, McLaren, Maxime, faut que tu oublies cette période Ron Dennis, en fait, globalement. Mais j'ai toujours ça en tête. C'est vrai que maintenant, quand on voit Norris et Sainz, c'était plus ça. C'est vrai, tu as raison. Oui. Non, mais Zach Brown, écoute, le personnage, moi, je l'ai connu, j'ai commenté en tant que pilote, c'est un businessman. Il n'a pas toutes les qualités, il a des défauts aussi. Enfin bon, qu'on le veuille ou non, il apporte du sang neuf et ça restructure. Là, ça restructure. Bon, voilà, c'est un peu symbolique de recruter Ricciardo. On sent qu'il va y avoir du fun, on sent qu'il va y avoir, qu'il devrait y en avoir, ça sera peut-être de la com, mais quand même, qu'il va y avoir de l'envie, que ça va rigoler, que ça peut dynamiter un petit peu une F1 milieu de tableau qui a tendance un peu à se laisser dominer par les grands top teams. Et je pense que McLaren, là, l'a bien joué. En tout cas, moi, ça me semble, pour Ricciardo, c'était peut-être la meilleure solution, effectivement. Je le voyais mal aller chez Ferrari, Ricciardo. Parce qu'il est peut-être trop chien fou pour la Scuderia et ça va pas plaire au côté. Je vais pas dire, c'est pas un manque de classe, mais c'est un manque de finesse italienne que Ricciardo n'a pas parce qu'il est tellement décontracté dans son comportement et ses interventions que il est très Red Bull, filière Red Bull, tu vois. J'ai encore cette mentalité-là avec Ricciardo. Et je trouve que chez McLaren, vu ce qu'on a vu avec Sainz et Norris ces 2 dernières années, qui pour moi ont été vraiment les rois de la com de ces 2 dernières années, franchement, quoi qu'il se passe, et pas forcément avec le sim racing, mais juste en général, que ce soit promotionnel, etc. Voilà, les interventions à la radio, quand il fait son check radio, etc. Voilà, c'est des personnalités qui me manquaient et ça marque. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je m'intéresse parfois plus au midfield qu'au top 3, parce que j'ai envie de voir un peu ce qui se passe dans ce microcosme des pilotes McLaren, etc. Qui pas dire qu'ils s'amusent comme s'ils étaient. On sait que c'est du sport, on sait que c'est des athlètes, mais le côté mentalité décontracte qu'ils annoncent chez McLaren, ça a tellement tranché avec ce qu'on a connu pendant 50 ans que c'est perturbant, tu vois. Même pour moi, tu te dis, mais Maxime, ça n'existe plus l'équipe McLaren de chez Ron Dennis, mais je l'ai encore comme ça dans ma tête, donc c'est pour ça que j'ai dit, Ricciardo chez McLaren, ça n'a pas de sens. Puis quand je repense aux 3 dernières années, je dis, si, ça, plus que jamais, ça a du sens, donc effectivement. Alors maintenant, 2 autres effets dominos dont il faut qu'on parle, c'est qui chez Renault pour remplacer Ricciardo et quid de Vettel. Alors, chez Renault, moi je vais te dire le fond de ma pensée. Et j'y vais tout de suite dans le vif du sujet. Alonso chez Renault, on en parle et c'est évidemment ce qu'il y aurait de plus spectaculaire. Alors moi je veux absolument pas. Alors, je dis pas ça méchamment pour Fernando Alonso, même si on est entre nous et on n'a pas la langue de bois et que le personnage parfois m'a vraiment énervé par son côté grande gueule, par son côté en coulisses, c'est pas clair quelle est sa personnalité. On n'arrive pas des fois à appréhender si c'est un tueur, oui, mais si c'est aussi doublé d'un politique, de quelqu'un qui a vraiment un franchement mauvais caractère, qui joue même parfois contre le team. Ouais, j'ai toujours été un peu dubitatif. Le pilote est formidable, l'homme, il y a quand même des zones d'ombre. Et surtout que maintenant, qu'on le veuille ou non, il est un vieux pilote qui
qui joue évidemment de son aura et de sa notoriété, qui peut-être essaie de se placer. Bon, mais moi j'ai été traumatisé il y a quelques années. Tu te souviens quand Renault déjà faisait appel à qui? Alors à Villeneuve, à Kovalainen. Tu te souviens de ces remplacements? Oui, on sauvait week-end après week-end, c'est vrai. Oui, voilà. Alors que moi, évidemment, je défendais le fait qu'on promeuve soit des jeunes pilotes français, soit même le troisième pilote, je sais plus qui c'était là. Romain Grosjean, on a payé le prix aussi en 2009 avec Piquet. Bon, bref. Oui. Enfin bon, quand on fait appel à un vieux pilote soi-disant au nom de l'expérience et qu'on s'aperçoit que je suis désolé que ça va pas vite et que sur un Grand Prix ça peut pas marcher, bon là tu vois, le fait qu'on évoque Alonso, ça me refait penser à tout ça, j'aime pas. T'as pas l'impression d'un bis repetita de ce qu'on a eu avec McLaren? C'est-à-dire que McLaren pour moi il devait arrêter, il s'est relancé vers 2016 chez McLaren, c'était peut-être déjà trop tard. Oui, peut-être. Mais tout à fait. Oui. Puis depuis, alors, ok, chez Toyota, on va dire, ok, il y a eu un contrat à peu près normal, qu'on attendait dans sa carrière. Il a gagné Le Mans, tant mieux pour lui. On va dire, tout le monde y trouvait son compte. On pouvait quand même pas crier au scandale que Alonso tente 2 ans finalement de WEC avec Toyota. Et y arriver, parce qu'il aurait pu ne pas y arriver aussi. Hein. Oui, il est arrivé à gagner Le Mans. Il s'en est très bien sorti, surtout la 2e année, ça c'est sûr. Bon. Mais là, le côté un peu mercenaire, IndyCar là, Dakar là, F1 peut-être, c'est toujours un peu lassant ce genre d'attitude. Et moi, écoute, non, je ne souhaiterais pas. Après, il serait temps de lâcher prise, Fernand. Oui. Vraiment. Après, chez Renault, l'interrogation, elle est au-delà même d'Alonso. En France, je te cache pas que beaucoup de voix s'interrogent sur Renault. Parce que économiquement, il y a une crise évidemment terrible qui se profile devant nous. On sait que le secteur automobile va morfler et a déjà commencé à morfler. Et même si l'État est derrière les constructeurs automobiles en France, à coût de milliards d'euros, on attend des fermetures d'usines, on attend des licenciements massifs. Et comme toujours, la justification d'un programme F1 n'est pas évidente, quoi. Je sais pas si toi, vu de Belgique, tu vois ça aussi un petit peu comme ça. On n'a pas de grand industriel en sport auto en Belgique, donc je peux pas avoir cette expérience-là. La régie Renault, appelons-la comme ça finalement, parce que c'est un peu ce que c'est encore. Sincèrement, c'est difficile de voir Renault justifier de rester, vu sa situation actuelle, ce que ça coûte et ce que ça rapporte. C'est difficile d'entreprendre encore 5 ans, ou alors, comme tu le dis, il faut couper des têtes, et moi j'en vois une qui doit déjà sauter depuis longtemps, c'est Cyril Abiteboul, qui pour moi n'a absolument pas géré la situation comme il faut. C'est bien beau d'avoir de l'argent, mais il faut savoir le placer, il faut savoir peut-être accepter de s'entourer de gens qui savent le placer, ça n'a pas été son cas. Pour moi, lui à la tête de Renault, c'est un échec, sincèrement. Je peux pas me faire que des amis en disant ça, mais je m'en fiche. C'est ce que je pense, j'ai rien à gagner, rien à perdre. Moi je suis pas dans le giron Renault, mais c'est une équipe qui est légendaire pour ce qu'elle a amené déjà dans l'histoire du sport dans les années 70, etc. Et sincèrement, ça me ferait du mal de perdre Renault pour son patrimoine, mais pas pour ce qu'elle est aujourd'hui, cette équipe. C'est-à-dire que l'équipe aujourd'hui, qu'elle soit là ou pas, je vais pas dire que ça me manquerait pas, mais que ce soit une autre équipe à la place, voilà, ça m'est indifférent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chose qui me retient. Ricciardo chez Renault, c'était un mariage forcé, presque, on va dire un mariage blanc, mais presque quoi. Donc, la preuve, il est parti. C'est-à-dire que lui, l'argent l'intéressait pas. Ce qu'il voulait, c'était développer et travailler avec des gens qui sont autour de toi et qui n'ont pas le même objectif ou la même vision. Pour un pilote, ça doit être catastrophique et ça doit être un chemin de croix terrible. Et c'est pour ça que Ricciardo, dès qu'il a pu dire merci, au revoir, il l'a fait. Et Alonso va pas faire ça parce que veut Renault. Ocon est un très bon pilote, il peut le faire, mais alors un pilote d'expérience, Vettel, je le vois pas aller chez Renault. Je vois pas Vettel aller chez Renault. Qui est disponible? Hamilton partirait? Sûrement pas. Bottas revenir chez Renault? Faut pas oublier que Bottas a fait toutes ses classes en Formule Renault. Ça peut être un bon pilote, mais est-ce que c'est un top pilote qui va s'exprimer en étant libéré d'Hamilton? Ah si, j'aurais ça tendance peut être quelqu'un qui est le profil. Ouais. Mais il faut lui laisser du temps. Il pourrait s'émanciper, comme on dit, parce que être le coéquipier d'Hamilton, ça se refuse pas. D'être pilote Mercedes, de gagner Grand Prix, ça ne se refuse pas. Mais à un moment donné, ça brise un peu, ça coupe les ailes. Donc effectivement, je pense que Bottas pourrait avoir une sorte de rebond dans sa carrière. Moi j'aurais tendance à lui accorder ça. Ouais. Ce serait peut-être le meilleur choix et libérer une place chez Mercedes peut-être pour qui? Ouais, alors... On commence à faire là on peut partir très longtemps, hein. On commence à partir dans tous les sens. Ah écoute, aujourd'hui on fait 20 minutes sur la F1, c'est comme ça. Hein. Allez, ah mais moi ça me dérange pas. Voilà, bon. Alors parlons de Vettel. Vettel, c'est encore l'inconnu moment où on parle. Moi écoute, je ne vois que 2 solutions pour Vettel. J'ai bien réfléchi, je ne vois que 2 solutions. Alors, la solution F1 d'abord. Là j'en vois qu'une. C'est Racing Point.
C'est Racing Point, pourquoi? Parce que ça symbolise quand même une sorte comment dirais-je, de nouvel élan, avec Aston Martin derrière, avec un nouveau management, avec des ambitions qui ont, semble-t-il, sont affirmées, et des essais d'intersaison à Barcelone qui avaient été formidables. Ça peut être symbolique pour effectivement une équipe là qui bouge, qui avance, qui a un projet, voilà. Donc, parce que dans toutes les autres écuries, c'est au mieux une stagnation, voire une régression pour Vettel. Là, il y a de nouveau un esprit un peu rebond, un esprit un petit peu, j'apporte ma classe, j'apporte mon statut, et il y a effectivement une promesse d'avenir. Bon, donc ça me semble, parce que en Formule 1, chez Ferrari, c'est plus possible. Chez Mercedes, c'est pas possible d'aller avec Hamilton. Bon, chez Renault, on vient de le dire, non, j'y crois pas vu la situation économique. McLaren, c'est plein, et puis les autres, c'est aussi un peu pris. Donc, non, il y a que Racing Point où là, il y a une véritable équation d'avenir, on va dire ça, et qui pourrait intéresser Vettel, je pense sincèrement. Mais je trouve que la seule logique, elle est là. Oui. S'il doit partir quelque part, c'est là. Franchement, il y a que là où le cheminement se fait en me disant ça peut lui être bénéfique. Ailleurs, c'est c'est pour dire de pas arrêter. Oui. Enfin, je le vois pas aller chez McLaren. Voilà, franchement, c'est pas possible. Voilà. Red Bull, c'est pas possible. Ferrari, c'est pas possible. Mercedes, c'est pas possible. Un retour chez Red Bull, c'est inenvisageable, je pense, vu la situation actuelle. Maintenant, c'est Verstappen qui est chef, donc à moins d'aller sauver une petite équipe, et c'est vraiment pas ce qu'il veut, parce que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment prouver qu'il peut être champion avec autre chose qu'une Red Bull entre les mains. Il a pas pu le faire avec Ferrari. D'autres aussi sont brûlés les ailes en allant chez Ferrari. Hein. On va pas citer les noms parce que la liste est longue depuis le début de l'histoire, mais franchement, Racing Point, ça peut être une très belle aventure avec Aston Martin. Et c'est peut-être le seul moyen qu'il a d'aller rouler un jour chez Mercedes, c'est de rouler avec une Racing Point dans un an ou deux finalement. Voilà. Donc, alors là, il y a la connexion, parce que c'est évident, Maxime, qu'en Allemagne, des gens chez Mercedes, dans le haut management, se disent il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible de passer à côté du pilote numéro 1 par rapport à la nationalité qu'est Sébastien Vettel, même si ces dernières années, effectivement, c'était dur pour lui. Bon. Donc moi, je me disais que si il fallait songer à autre chose, voir un spectre plus large, et ben pourquoi pas la FE chez Mercedes. Carrément. Allez, voilà, tu vois, je te surprends. Ah, c'est pas les pieds dans le plat, là, c'est un scandale ce que tu viens de me dire. C'est pas acceptable. Ah, je croyais que t'allais me dire Ferrari en 2021 en IndyCar avec Vettel, ça aurait été formidable. Non, je voyais. Alors, je me disais, alors donc, il y a virage à 180 degrés, Sébastien Vettel, on a marre de la F1. Et chez Mercedes, on le veut absolument. Donc, il n'y a qu'un truc sur lequel on pourrait trouver peut-être quelque chose, c'est la Formule électrique. Mercedes le veut absolument, est-ce que tu es sûr de ça? En tout cas, moi je te dis que c'est pas possible que certains ne le veulent pas. Voilà. Attends. Sincèrement, je sais pas si la Formule I ça excite tant que ça un garçon comme Vettel qui est plus tout jeune. Peut-être que c'est plus tout à fait son trip. Est-ce que ça a assez de prestige pour un garçon alors il va quand même passer sur 12 mois de potentiellement champion avec la Scuderia Ferrari en F1 à pilote Formule I chez Mercedes? Bah oui, mais là... C'est quand même coupé complètement avec ses objectifs. Mais oui, mais là tu penses bien, voilà, on raisonne, hein, on est là pour ça les amis. Tu penses bien qu'il va être accueilli chez Mercedes comme un roi, et effectivement il aura bien cette image Mercedes allemande qui conviendra en tout cas aux constructeurs, ça c'est sûr. La Formule électrique va l'accueillir évidemment comme un roi aussi, tapis rouge pour Sébastien Vettel dans tous les paddocks de la Formule électrique. J'imagine les gens, voilà, Agag et toute l'équipe, c'est sûr, là ils vont sauter au plafond. Et puis, bah écoute, Sébastien Vettel, que je veux croire comme un jeune, comme quelqu'un d'intelligent, réfléchi, avec une vision globale, je l'ai suffisamment déjà défendu à ce niveau-là dans Green White Checkered. Bah là, effectivement, il y a adéquation avec l'époque, il y a volonté de s'inscrire dans un temps nouveau. Et puis il y a peut-être effectivement une sorte de négociation d'une carrière plus facile que si c'était pour rester en Formule 1 et galérer. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Je pense que ce que tu évoques comme démarche et comme volonté peut se mettre en place s'il est champion du monde. Je pense qu'il sera libéré tellement d'années de fardeau, de besoin de prouver quelque chose aux fans, aux dirigeants, à tout ce monde de la F1, ce F1 Circus qu'on évoque. Sincèrement, il est tellement ancré là-dedans que je trouve que là, tu le tires à une vitesse, à quelque chose de tellement différent. Je trouve que là, tu m'as vraiment annoncé deux mondes qui sont
pas dire qu'ils se détestent, mais qui sont tellement diamétralement opposés. Je vois mal Vettel passer de titulaire chez Ferrari, potentiellement champion du monde, à pilote Mercedes en Formula I, là en 2021-2022. Mais on est au mois de juin 2020, 10-12 mois plus tard, les choses peuvent tellement changer que si ça se trouve, on va dire mais c'est LFB qui l'a dit en premier, c'est formidable. Donc après, c'est un super challenge. C'est histoire de se dire, cette connexion Mercedes-Vettel, elle peut se faire déjà comme ça. Pas exister. Voilà. Et auquel cas, j'en arrivais à cette conclusion, un peu tirée par les cheveux peut-être, un peu précoce sans doute, mais assez amusante, dans une émission comme la nôtre, où on s'amuse à refaire un petit peu le monde, n'est-ce pas? Et à parfois supputer sur ce que pourrait être l'échiquier, les différents échiquiers dans les différentes disciplines. Je vais pas partir sur ce terrain-là, mais on rappelle qu'il y a une nouvelle réglementation en endurance. Que Mercedes et l'endurance, c'est aussi une grande marque ces 30-40 dernières années. Bah oui, l'hybridation, le LMDH, bref, bon, voilà. Oui, tout à fait. Bah, une LMDH Mercedes, ça le ferait très bien. Crois-moi. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, elle est où ma Mercedes? Je l'ai mis. Ah, elle est là. J'ai toujours dit que cette Mercedes GT Le Mans était pour moi. Attends. J'ai du mal, voilà, était l'hypercar avant l'heure. Donc voilà, je vois. Bon, allez, je te propose. Après 45 minutes, on passe. Voilà, mais on s'en fiche, écoutez, si ça vous plaît, nous, c'est aussi pour ça qu'on est là. Et puis de toute façon, on va aborder la deuxième partie, White, le drapeau blanc, et la transition, elle est trouvée de toute façon, parce qu'on va parler de la formule électrique, et on va parler du scandale Daniel Abt. C'est tout de suite. Alors attention les amis, là on en arrive à la partie un petit peu polémique d'aujourd'hui, car il y a eu une nouvelle polémique dans le monde des jeux vidéo et de la course automobile virtuelle. Ça Maxime, on va parler de Daniel Abt, donc le dernier chapitre en cours, mais si on m'avait dit qu'on aurait, il y a encore 3 mois, un scandale d'un pilote viré parce qu'il a été raciste, on va dire ça. Bon, si on m'avait dit que le vainqueur en titre d'Indianapolis, notre ami Simon Pagenaud, serait dans l'œil du cyclone pour un propos un peu moyen. Si on m'avait dit que Lando Norris, pilote F1, serait aussi très critiqué. Et si on m'avait dit qu'alors en plus, on n'avait pas encore tout vu et qu'on avait maintenant de la triche avérée en sim racing avec un sim racer qui a donc pris la place d'un pilote qui devait... Attends, écoute, c'est dingue. C'est Dallas. Bon, alors, moi tout de suite je me tourne vers toi parce que c'est toi le spécialiste. Donc la tricherie de Daniel Abt qui s'est fait remplacer par un sim racer. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que ça te semblait possible? Est-ce que c'était déjà arrivé? Est-ce que quelque part, oui, ça pendait peut-être au nez? Enfin, comment tu vis ça? Là, franchement, je veux ton avis, ça m'intéresse. Alors, pour préciser un petit peu le contexte, il faut savoir que moi j'ai commenté cette course pour la RTBF et j'ai été dupe jusqu'au bout. Parce que faut savoir que techniquement la Formule I c'est tellement le bazar pour être poli que ça m'aurait même pas surpris. Alors on sait que les pilotes sont pas tous à l'aise avec la technologie autre que piloter une voiture, même si elle est électrique. Et donc la Formule I demande à tous les pilotes de poser un PC portable ou une webcam de manière à ce qu'on puisse les voir. Et il y a un panel avec les 24 pilotes qui est affiché où on voit chacun chez lui en train de rouler. Bon. Daniel Abt, il faut savoir que dès le début de ce week-end, il était avec un PC portable mis en contre-plongée de son ordinateur. Il avait un pied de micro, avec ce qu'on appelle un filtre anti-pop, donc pour les micros, une petite bonnette si vous voulez, qui cachait son visage. Donc si vous voulez, il était filmé comme ça, avec sa casquette et avec son pull Audi. Et les gens ont dit, bon bah c'est juste qu'il s'est pas cadré et tant pis. Ça arrive, on va dire 8 fois sur 10. Sauf que Daniel Abt, il faut savoir que depuis le début de ces courses virtuelles qui durent depuis un mois, Audi n'a pas marqué un point. Mais pas un. C'est-à-dire que Di Grassi et Abt, c'est 0 pointé depuis le début. Donc, nous, on sait que Daniel Abt, c'est pas le plus jeune, c'est pas le plus à l'aise, donc ça nous surprend pas de le voir naviguer 10, 20e place, voilà. Et là, donc, c'était la première fois qu'on roulait sur le circuit de Berlin, qui a été introduit 4 jours avant dans la simulation. Il faut savoir que c'est un tout nouveau circuit, donc personne n'avait d'expérience. Et là, Daniel Abt, petite pole position, sans pression, et de manière assez autoritaire. 3 dixièmes devant Stoffel Van Dorn. Hein. Donc, pardon. Ça a été surpris parce que Stoffel a fait une belle qualification et il était 3ème derrière Stoffel Van Dorn, pardon. Parce que c'est Stoffel qui avait le meilleur temps. Et je me dis, bon, finalement ça peut être une bonne surprise de voir Daniel Abt devant, enfin Audi va être sauvé. Et moi je commande ça en me disant, sans faire exprès, tiens c'est marrant, on voit pas sa tête, c'est dommage pour une fois qu'il est devant. Sans me douter de rien. Et puis la course se passe, et on le voit croiser, on voit faire des dives, bon, enfin vraiment je me dis, c'est pas, qu'est-ce qu'il a mangé quoi. Et ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, mais sans plus, parce que comme tu l'as dit, ça n'est jamais arrivé. Un cas de triche où un pilote pro se fait remplacer par un autre, c'est du jamais vu. C'est inédit pour nous.
on a eu des changements de pilote d'urgence, etc. Mais on le savait, tu vois, ça a jamais été caché. Et il y a la course qui se déroule, et à l'arrivée, il y a les 3 pilotes qui passent en webcam pour être interviewés. Donc on voit Oliver Roland, on voit Stoffel Van Dorn, et on voit Daniel Abt. Daniel Abt a un écran noir, comme par hasard. Surprenant. Mais non, on se dit c'est un problème technique, ça arrive 9 fois sur 10, c'est tellement le bazar que voilà. En supercars virtuel, Van Gisbergen qui gagne tout, moi je regarde vraiment ça attentivement, il apparaît jamais, il est chez lui. Il est incapable, il sait pas setup sa webcam. Oui, je sais pas si un jour si on va découvrir un drame, mais en tout cas, Van Gisbergen il est jamais à l'image. Mais maintenant, à cause de Daniel Abt, on peut soupçonner ça. Alors que jusque-là, on n'y pensait pas. Si ça se trouve... Effectivement. Enfin bon, et du coup on a l'interview et donc Nicky Shields interview le vainqueur et pas de problème, lui il est tout Oliver Roland et aux anges et tout. Et Stoffel il dit je peux parler 2 secondes, ce serait bien de vérifier que ce soit bien Daniel qui roule. Ah carrément, ah il a dit ça. Stoffel a fait ça. Donc déjà ça on dit ouais bon c'est peut-être qu'il l'a mauvaise que Daniel Abt sorti de nulle part et soit devenu bon, c'est pas impossible. Chose qui a surpris tout le monde, c'est que 5 minutes après, on a Jean-Éric Vergne, qui est un des gars les plus honnêtes, je pense, du paddock. Enfin, ils sont tous honnêtes, mais globalement, lui, c'est le bon gars, comme on dit. Qui se fait interviewer aussi en disant, bah voilà, c'est pas facile, mais bon, bah, voilà, il espère la reprise, etc. Et à la fin, il dit, je peux juste dire un mot. Faudrait quand même vérifier que ce soit Daniel Abt qui roule. 2 pilotes qui le disent. Et pourtant, Stoffel, il est dans le top 5 tout le temps, et Jean-Éric Vergne, il est dans le top 5 de la fin du peloton tout le temps. Donc, un était surpris de le voir et l'autre de ne pas le voir. Donc l'un dans l'autre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un petit soupçon. Mais moi, je t'avoue que j'ai commenté ça le soir, le samedi en post, enfin c'était pas en direct, et je me dis, bon, bah, voilà, il a été bon sur un week-end, par erreur, ça marche sur un malentendu, comme dirait l'autre, ça peut passer. Et le lendemain matin, le dimanche, je me lève et je vois Daniel Abt, scandale, et je fais, qu'est-ce qu'il nous a fait? Et donc, pour vous expliquer la petite histoire, les pilotes, en fait, ces week-ends se déroulent avec d'abord une course réservée aux pilotes qui se sont qualifiés en ligne, donc des sim racers, donc des e-sportifs, et après la course avec les 24 pilotes officiels. Il faut savoir que chez Daniel Abt, il y a ce qu'on appelle une adresse IP, c'est-à-dire une adresse de connexion qu'on a tous sur nos ordinateurs dès qu'on se connecte à un serveur. Et il s'est avéré, après vérification de la Formule 1, que cette adresse IP était la même que celle de Moritz Lordzen, qui est le pilote e-sport, qui en fait a roulé à la place de Daniel Abt dans son simulateur avec un t-shirt Audi et une casquette Audi. Non mais attends. Et ça, quand tu lis ça le dimanche matin avec ta tasse de café, tu te dis mais on est où là? On est où? Alors, donc toi, spécialiste du sim racing, ça te semble un scandale absolu, on est bien d'accord? Premièrement, c'est un scandale par respect pour l'organisation, par respect pour les pilotes contre qui il court, par respect pour ses fans. Et il y a un 4e aspect qui est spécifique à la Formule 1, c'est que n'oubliez pas que ces événements sont caritatifs. À la base, tout ça est fait on va dire en collaboration, en tout cas en association avec l'UNICEF, pour reverser des dons aux pays en difficulté et aux enfants qui sont victimes du coronavirus, qui sont en tout cas lésés, quel que soit le niveau, etc. Et donc, il y a une démarche humaine, sociale, d'implication humaine, parce qu'ils n'ont rien à gagner. Il faut savoir que la pole position, c'est 1 000 $, c'est reversé par Julius Baer, le sponsor aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On l'exclut? Oui, il est exclu, il ne pourra plus participer. On lui demande de s'excuser, et l'organisation lui met une amende de 10 000 € à reverser à l'association de son choix. Et Audi le vire dans la foulée. Et Audi le vire. Voilà. Donc. Deuxième cas, Kyle Larson, depuis 1 mois et demi. Oui, c'est ça. Ah mais ça. Non mais attends, tu sais que si j'extrapole tout de suite, et j'avais posé la question à Roland Den, le manager de Red Bull en Australie, du Red Bull Racing Holden Racing Team. Bah parce que, mais c'est vrai que la prochaine étape c'est quoi? C'est un pilote qui va se faire virer parce qu'il est pas bon en virtuel. Moi, mon ami Jamie Whincup, que je vois misérable 26ème à chaque course. Et il continue. Écoute, oui, le pauvre vieux il progresse pas. Mais bon, c'est vrai qu'il m'a traversé l'idée de me dire, mais un jour, effectivement, on va lui dire, bon bah t'es gentil, mais t'es pas assez rapide, t'es pas bon, et effectivement, bon, je peux pas croire que ça arrive, en tout cas, mais tu vois, psychologique, enfin, la démarche se fait. Voilà. On se pose la question. Bon, donc là, c'est vrai que cette histoire de Abt, elle est complètement incroyable, et on est tous les deux sur la même longueur d'onde, là j'en suis sûr. On ne va pas pleurer sur Daniel Abt, tant pis pour lui. Ce qu'il a, j'ai déjà pas beaucoup d'amour pour l'équipe Audi en général, hein, donc que ce soit clair. Bon, il y a notre ami Alan McNish pour qui j'ai une grande tendresse, donc évidemment. J'ai pas dit que c'était pas de grands pilotes, j'ai juste dit que Audi parfois sont assez border. Hein. On a des histoires, on va pas tout ressortir, mais voilà. Ok. Mais bon, je connais Alan, alors évidemment, je serai toujours le défendre. Mais bon. Alan, difficile de défendre quand même à Daniel Abt, mais Audi n'avait pas l'air d'être au courant non plus. Preuve, c'est qu'ils ont pris des sanctions contre lui en plus de l'organisation. Donc, voilà.
Bon, bah donc on pleure pas sur le sort de Daniel Abt, qui n'a que ce qu'il mérite, si j'ose dire. Mais alors, disons, question subsidiaire, le sim racer, il est pas banni, lui, ou je sais pas quoi, parce qu'il a quand même une responsabilité. Mais il est pas sous contrat, il est pas pilote officiel. C'est-à-dire que eux, on leur prête des monoplaces qui les correspondent pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Tout le monde a à peu près la même couleur, mais savoir que tout le monde est de la même enseigne. Quelqu'un qui a une BM Andretti ou une Venturi va pas aller mieux que quelqu'un avec une Audi. Ils sont tous avec la même voiture, quelle que soit la robe présentée. Donc, lui, le fait qu'il ait remplacé, on peut pas lui mettre une amende. Il est pas sous contrat Audi, il est pas sous contrat d'exclus avec la Formule I. Enfin, il n'a pas de droit à l'image. Pour l'instant, ces pilotes-là n'ont rien signé. Juste, ils participent à un concours organisé par la Formule I. Si après, ils magouillent avec le pilote, peut-être que c'est au pilote de se retourner contre lui. Mais je vais pas dire qu'ils sont responsables de manière équivalente. Mais sincèrement, moi, je suis pilote sim racing, tout aussi talentueux que le Reds. Je me dis, est-ce que j'ai une occasion de rouler contre les 23 autres? Ouais. J'y vais pas? Oui, c'est ça, c'était trop tentant, finalement. C'est trop tentant. Et s'ils se font pas, entre guillemets, choper, l'histoire est magnifique. Ce serait un secret. On aurait appris ça dans 6 mois, non? Faut pas oublier quand même que tous les pilotes qui sont inscrits jouent quand même dans le but qu'à la fin du championnat, celui qui a le maximum de points puisse rouler avec une véritable Formule I. Ça aussi, c'est important. Peut-être que la sanction à appliquer, c'est qu'il peut continuer le championnat. Mais dans ce cas-là, il sera pas pris en compte. Bon, il sera pas, de toute façon. Il n'est pas assez bon, désolé s'il nous regarde, mais il n'aura pas le niveau pour le faire. Pour l'instant, il y a 3 pilotes qui se détachent. Lui est un petit peu derrière. Il joue en 5-7e place. Donc, c'est pas grave de lui dire écoute, continue, parce qu'on sait qu'il va pas gagner de toute façon le championnat. Donc, à la limite, ne pas prendre de sanctions, c'est peut-être plus tolérant. Mais par contre, après, s'inscrire dans d'autres championnats, d'autres organisations où il y a peut-être un cash prize, où il y a d'autres conditions, la confiance, elle a été rompue une fois. Et pour la récupérer, c'est pas parce que c'est du sim racing que la confiance est virtuelle. Elle existe aussi. Écoute, bon, là on va s'arrêter là, mais bon, je veux croire qu'à la base, ça a été une volonté peut-être de déconner. Et là aussi, pardonnez-moi l'expression. C'est ce qu'a dit Daniel Abt. Il dit je savais pas que c'était aussi important que ça. Il s'est excusé. Je veux croire qu'effectivement, ça a été une déconnade et que. Mais c'est quand même une connerie monumentale, là aussi, pardonne-moi l'expression. Et quoi qu'il arrive, ça se transforme en une véritable faute professionnelle qui va avoir une incidence majeure sur sa carrière future. Enfin, quoi qu'il arrive, maintenant, Daniel Abt est un tricheur. Ça. Je vois pas comment il peut rebondir tout de suite quelque part. J'espère qu'Audi va le garder parce que ils vont peut-être le mettre, je sais pas, avec une DTM il y a 2 ans pour l'occuper, mais je sais pas. Mais il va finir dans un placard, à mon avis, pendant quelques semaines. Ça va être difficile. C'est sûr. Ah oui, non mais là c'est. Écoute, on n'aurait pas soupçonné qu'il y aurait eu autant d'incidences, mais ce monde virtuel, à partir du moment où les vrais pilotes ont participé, je te l'avais dit il y a 15 jours, forcément on rentre dans un cercle un peu vicieux quand même si c'est ce qu'on veut. On veut voir justement les vrais pilotes se battre un peu comme en vrai, mais moralité, on ouvre la boîte de Pandore pour que la compétition soit encore pire même qu'avant. Voilà, et sincèrement, après je conclus évidemment, mais ce qu'on vit là, sincèrement, c'est exceptionnel. Te dire pour nous qu'on a un vrai pilote qui est venu chercher un sim racer pour tricher, c'est terrible parce que on en avait parlé la semaine passée, on va pas rouvrir le débat maintenant, mais on a eu un mois exceptionnel de mise en avant. Tout le monde a pu sauver ses miches, ses sponsors, sa visibilité grâce au sim racing. Aujourd'hui, ils s'en servent et ils le dénigrent parce qu'ils se disent bon, maintenant post-confinement, dans 2 semaines, on est retourné. Encore une fois, eux vont repartir dans leur monde. Nous, on va y rester et on va payer les pots cassés de tout ça. Et là, ça se passe dans beaucoup de domaines. On parle pas d'autres compétitions, mais le Grand Prix de Monaco virtuel, ça s'est passé, c'était un scandale, c'était du léchage de mur à foison, c'était n'importe quoi. Je peux être honnête, j'ai honte, vraiment. Et on en fera peut-être un épisode à part, peut-être une fois, mais parler de la situation uniquement dans le sim racing et de ce que ça a de positif et de négatif, je crois que le bilan à la fin d'il y a 1 mois et dans 2 mois, il sera absolument pas le même. Et ça commence à me faire très peur, tant pour les instances dirigeantes de vraies compétitions. J'espère que les 24 heures du Mans virtuel seront un succès, parce qu'on va l'évoquer, mais tout le monde n'est pas NBC ou la Fox qui diffuse l'IndyCar ou la NASCAR. Donc sincèrement, là en Europe, on commence à partir sur une pente très glissante et ça me fait peur. Oui, justement, non, mais bien vu, on va en parler parce que j'ai aussi moi-même des questions à te poser à propos de ça. Donc voilà, allez, on passe vite au drapeau à damier, c'est la séquence checkered et on va parler donc de NASCAR et du Mans virtuel. Alors, la NASCAR a repris pour de vrai.
Et les 24 heures du Mans se préparent pour de faux, si j'ose dire, en tout cas de manière virtuelle. Bon, alors, d'un strict point de vue de spectateur, mon cher Maxime, tu as donc vu comme moi j'ai regardé la course de Darlington, donc la NASCAR qui repart, alors à huis clos, mais j'ose te dire que moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Enfin, dans le sens où ça m'a pas complètement choqué. D'une part, on sait qu'un match de foot à huis clos, ça choque. Pourquoi ? Parce qu'on entend rien et on entend les joueurs se parler. Et puis, ça fait un peu match de foot régional où l'entraîneur donne ses ordres aux joueurs, etc. Bon. Et qu'il n'y a pas l'ambiance des 50 000 spectateurs. Mais en NASCAR, de toute façon, c'est rare qu'on entende le bruit du public en matière de sport automobile, vu que le bruit des moteurs, évidemment, recouvre, sauf en Formule électrique, recouvre l'action, les possibles actions en tribune. Donc là, écoute, on avait nos bruits de moteur, on avait nos 40 voitures qui passent en paquet, comme d'habitude en NASCAR, un circuit emblématique où il suffit de filmer d'assez près et on a toujours cette sensation de vitesse et globalement ça change pas, ça fait un peu arène. Donc moi, écoute, ça m'a semblé tout à fait normal et ferait que je peux concevoir que la NASCAR reprenne. Après, je sais pas trop comment ils sont organisés dans le paddock par rapport aux mesures barrières, les gestes barrières, tout ça, mais enfin, ça m'a l'air d'être sérieux. Et écoute, là, on peut pas crier au scandale si la NASCAR reprend, me semble-t-il. On ne peut pas crier au scandale sur une piste comme Darlington. C'est-à-dire que pour moi, Darlington, ça ne me gêne absolument pas qu'il n'y ait pas de public. C'est comme Daytona, c'est comme Texas, etc. C'est des grandes pistes. Et franchement, ce qui m'a le plus choqué, c'est, on va dire, l'arrivée, la célébration qui est faite un petit peu, comme tu dis, c'est un peu comme un match de football régional où on va se retrouver un peu à la buvette et on va faire ça entre entraîneurs et membres d'équipe et tout. Il y avait ce côté-là qui m'a un peu perturbé, mais même pas gêné finalement, parce que je me dis bon, ils étaient tout aussi contents. Il y a eu des petites blagues, enfin je sais pas, le délire des masques imprimés, enfin voilà, c'était très très drôle aussi. Donc ils ont joué le jeu, encore une fois pour les fans, parce qu'on sait qu'on est très altruiste envers les fans aux États-Unis, quel que soit le sport, hein. C'est pas que la NASCAR, mais en général ils sont très pour les fans avant le sport, je trouve. Et là, c'était une course très agréable à suivre. Après, c'est vrai que voir les tribunes vides, ça fait bizarre, mais on l'oublie très vite parce que quand il y a du crank it up, etc., t'es dans la course et tu regardes l'action en piste, les overlays cachent un peu les tribunes, donc c'est pas trop dérangeant. Imagine un instant, là je vais prendre ce que tu m'as dit en disant, mais c'est très bien, il faut que la NASCAR continue. Tu imagines Bristol comme ça, avec des tribunes vides, la moitié de l'image avec des tribunes vides. Oui, Bristol, c'est vrai, c'est un peu le contre-exemple. Le stade, moi j'ai toujours dit, c'est un stade automobile fabuleux. Où je rêve d'aller vraiment une fois dans ma vie. Ah, moi aussi. On ira à deux si tu veux. Ah oui. Ouais, Bristol, oui. Où il me reste encore des choses à faire en sport automobile, aller à Bristol une fois. Oui, ça c'est vrai, pas encore fait. Oui, t'as raison. Là, ça serait un petit peu moins, ça le ferait un petit peu moins. Parce que ça prend quand même quasiment 50% de l'image. Bristol, il y a pas un plan sans tribune. Et là, ça peut être peut-être plus marquant. Ouais. Bon, écoute, au niveau réel, en tout cas, je sais pas s'ils avaient vraiment commencé l'an dernier, mais moi j'ai trouvé qu'ils utilisaient pas mal les plans de drone et que même si on pouvait mieux les faire, le fait est qu'au niveau principe, d'avoir vraiment l'utilisation de drone, je sais qu'en rallye ils le font beaucoup, mais là, même en piste, j'ai trouvé ça bien, là, franchement. Ouais, voilà. Bon, donc, bravo à la NASCAR et tant mieux pour elle, mais ça va le faire, oui, ça c'est sûr, je veux croire que ça va le faire. Cet été, déconfinement aux États-Unis, en plein été, la chaleur, oui, je pense que ça. C'est pas prêt de se réarrêter, je pense qu'ils reprennent petit à petit, mais c'est sur la bonne voie en tout cas en NASCAR, c'est sympa. Alors par contre, on s'attendait pas forcément à ce que les 24 heures du Mans se mettent aussi au monde virtuel et organisent les 24 heures du Mans virtuel le week-end qui aurait dû avoir lieu mi-juin avec 50 équipes qui sont annoncées, dont des têtes d'affiche fabuleuses. Penske est là, voilà, donc LMP2 GT. Bon, alors effectivement, au niveau principe, maintenant on se dit, bah oui, c'est évident, fallait y aller, fallait prendre le train en marche et Le Mans le fait. Donc moi je pense que ça va être grandiose. En tout cas sur le papier, ça l'est. Maintenant, moi j'ai des questions à te poser parce que j'y connais pas grand-chose au niveau organisation de ces courses virtuelles, mais alors, toi, tu anticipes que chacun est chez soi et se relaye par équipe, ou est-ce qu'il faut quand même être réuni dans un lieu donné ? Enfin, moi, j'avoue, je sais même pas techniquement comment ça marche. Comment t'anticipes le truc, toi ? On va faire un petit peu de remise en contexte. Le jeu qui est utilisé est Air Factor 2, qui est une simulation sur PC, qui est très complète et qui est le deuxième épisode d'une série qui est née en 2007. Donc le premier Air Factor était sorti en 2007 à l'époque et ça avait été très longtemps la référence de la simulation la plus aboutie pour les voitures qui étaient produites par les développeurs. Ça a changé de main, il y a un nouveau studio, Studio 397, qui a repris ça depuis quelques années et qui développe Air Factor 2 avec pas mal de voitures officielles. C'est la Formula I par exemple, c'est du GTE, c'est du LMP2, c'est un petit peu de voiture hybride, de monoplace, bref, etc.
Avoir choisi ce support-là, c'est très bien parce que la possibilité de faire ce qu'on appelle donc un swap pilote, tout bêtement, hein, vous savez ce que c'est, un pilote rentre, l'autre sort, etc. Ça peut se faire dans Air Factor 2. Et ça se fait depuis 13 ans, puisque depuis la sortie en 2007, on peut le faire sur le premier épisode. Donc, imaginons un équipage avec Toyota, Fernando Alonso et Nakajima, pur exemple, puisque Toyota s'est également inscrit avec 2 voitures. Ce seront des LMP2, bien sûr. Je crois que c'est une HPD qui est reprise comme modèle LMP2, ou une Oreca peut-être 05, 07, oui, une Oreca, je pense, parce que c'est des protos fermés maintenant, mais avant c'était la HPD qui était utilisée, la Acura. Et en fait, un pilote va rentrer au stand, et l'autre va le kicker, le charter de la voiture, et va prendre sa place, et ça, chacun chez soi. Donc il va y avoir du transfert de maîtrise de la voiture, donc on va prendre le volant et on va le donner à un autre si vous voulez, dans les stands, et ça se fait déjà sur iRacing, ça se fait sur Project Cars et sur d'autres simulations ordinateurs bien sûr, pas sur console, c'est pas faisable techniquement, c'est pas stable aussi, donc ça va se faire avec chaque pilote chez soi, avec son setup, et ils vont devoir respecter les mêmes règles que dans la réalité. Alors on va en parler, tu parlais du côté organisationnel, mais pour parler un petit peu technique, température de piste, cycle jour-nuit, conditions météo, évolutives, usure des pneus, dégâts, température, fatigue, réglementation. Il faut savoir qu'ils vont devoir respecter les mêmes normes de temps de pilotage qu'en réel. Voilà, après si tu as d'autres questions, je te laisse parler, mais sachez que le contexte, si vous connaissez les 24 heures du Mans par cœur, vous allez absolument pas être perdu parce que tout sera identique, hormis qu'il n'y a pas d'LMP1. Ouais. Voilà. Non, la petite question parallèle quand même que je voulais te poser, je profite de cette séquence, c'est dans le monde entier, tous ces pilotes qui s'équipent, mais c'est du matériel de dingue. À chaque fois j'ai l'impression que c'est quand même pas rien, quoi. Il y a 3 écrans, enfin la plupart veulent ça avec la vision périphérique. Ah, ça ce sera obligatoire je pense pour les 24 heures du Mans, ouais. Sincèrement. Mais donc, même pendant cette période troublée de ces 3 derniers mois, confinement, on peut se faire livrer, tout ça, c'est des machines comme ça, complètement de dingue, d'ordinateur, tout ça, non? Disons que les 3/4 des pilotes ont déjà ce qu'il fallait avant le confinement, ça c'est certain, puisque aujourd'hui c'est quasiment primordial, avec le manque d'essais, avec le prix que ça coûte de s'équiper. Je pense que les équipes préfèrent mettre 10 000 € dans un simu pour qu'un pilote soit chez lui à l'aise est capable de s'entraîner, je veux dire d'un claquement de doigts, mais quand c'est nécessaire en amont de n'importe quelle course, quand ça l'arrange lui, etc. Donc ça on est d'accord. Mais c'est vrai que là, si toi ou moi on veut commander un pédalier ou un volant de leur calibre, on va attendre un petit 3-4 semaines. Bah oui. Eux, ils appellent le fournisseur, ils l'ont, c'est clair, hein, le colis est déjà parti. Bon. Et pour travailler avec quelques fabricants un peu plus grand public, un colis c'est 48 heures hein, à travers le monde, clairement. Donc s'ils veulent s'y mettre, ils le feront. Donc pour eux c'est pas un problème de logistique. Faut pas oublier que nous on sait que ça existe et que ça va avoir lieu depuis quoi, 2 semaines maintenant officiellement. Officieusement, moi je le sais un peu depuis un peu avant forcément. Toi je sais pas, mais moi j'avais eu déjà des propositions etc. Donc on sait pas comment ce sera fait. Tout ce que l'on sait c'est que ils vont reprendre la même structure. On aura donc Freitas, le directeur de course qui sera là, on l'aura en vocal. Nous aurons des interventions dans les stands, donc j'imagine des interviews avec les pilotes chez eux, qui seront tenues donc par notamment Louise Beckett, la reporter, une des reporters officielles. Il y aura un collège de commissaires. Il y aura des sanctions qui vont s'appliquer comme dans la réalité. Limite des stands, etc. Des safety cars qui vont être en place. Je ne pense... Alors, à vérifier, mais je pense que le jeu gère aussi les zones 60. Ce sera peut-être mis en place d'ici le 13 juin, hein, on ne sait pas. Il y a encore ce qu'on appelle des builds, donc des versions du jeu qui sortent. La preuve, ils en ont sorti une la semaine dernière pour le circuit de Berlin en Formule I, on en a parlé. Donc sincèrement, il y a vraiment la possibilité de voir des 24 heures du Mans très belles. Alors ce qui est très drôle dans un sens pour nous, c'est qu'ils expliquent, ça fait 20 ans que nous on le fait dans notre chambre, qu'on s'organise ça sur iRacing, etc. Et c'est une première inédite. Et beaucoup ont dit, première inédite, bien sûr. Mais c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est une organisation de la FIA, de la CO, avec les officiels, avec la réalisation TV anglaise officielle. Sincèrement, pour connaître un petit peu Christopher Elliott, René Butler, etc., des personnes qui font partie du studio, pour eux, c'est exceptionnel d'avoir cette garantie-là. Et peut-être que le WEC, qui essaie de se développer depuis des années, on l'a eu sur Forza Motorsport, sur d'autres supports, va peut-être pleinement s'épanouir et que l'année prochaine, on aura encore des 24 heures du Mans virtuelles sur Air Factor 2, mais cette fois-ci avec... les LMDH, avec les nouvelles GTE, etc. Ah non, mais moi je crois qu'on a vraiment des choses magnifiques qui vont se faire. 50 voitures. Ben oui, 50 voitures, le grand circuit mythique du Mans, bien évidemment, et comme en vrai. Et puis alors, t'as vu, cerise sur le gâteau, ça y est, tout le monde est intéressé. Verstappen, Norris, les derniers vont donc être associés. Puis il va y en avoir d'autres. Il va forcément y avoir
d'autres pilotes F1 qui vont venir. Et on a vu passer Massa. Moi, j'ai entendu parler à vérifier d'une Legend Team avec un certain Villeneuve, avec Fittipaldi qui pourrait faire une Legend Team. Donc, il y a l'équipe WRT en Belgique, il y a Toyota, il y a Oreca, il y a Saint-Eloc, il y a plein d'équipes qui s'y intéressent, même des équipes qui veulent faire une équipe aussi avec que des jeunes de karting, donc des gens de la NSK. Enfin, il y a plein de profils. On peut avoir tellement de. Ça peut être tellement une grille inédite que c'est vraiment une première mondiale pour le coup. Ah oui, non, mais là je crois qu'on attend tout ça impatiemment. Il y a peut-être juste le règlement. Au début, on avait compris que c'était 4 pilotes, 2 sim racers et 2 pilotes normaux, si j'ose dire. Or, je vois bien qu'il y a quand même des équipes, il n'y a pas de sim racers. Ah non. Donc, mais par exemple, si tu vois, tu mets Lando Norris et Max Verstappen avec Massa et Daniel Abt, par exemple. Là, on a 2 pilotes et 2 sim racers. Ouais. C'est difficile de qualifier. Il va falloir faire des classes comme en blanc-pain avec les pros, semi-pro et AM finalement. C'est ça. Ouais. Non, mais je crois qu'effectivement là, dès que ça a été annoncé, ça a semblé évident et ça semble très excitant et assez passionnant à suivre. Et c'est vrai que je pense que là, on va se prendre au jeu et que on va pas rater ça. Hein, Maxime. Sincèrement, moi qui suis vraiment les pattes dedans, comme on dit depuis des années, c'est un événement qui, s'il est bien fait, peut être exceptionnel, vraiment marquant. Et avoir du nouveau, c'est pas facile. Ouais. Bon, bah écoute, voilà, la promesse est là et on attend ça impatiemment. On en reparlera. Bon, bah écoute, dis donc, on a parlé presque 1 heure, j'ai l'impression aujourd'hui. Hein, t'as vu, là, on s'est lâché, mais je crois honnêtement que c'est ce que vous attendez aussi, hein, qu'on y aille et qu'on discute et qu'on refasse le monde et qu'on prenne son temps et que c'est un peu ça aussi le principe d'un talk vidéo. Même si vous pouvez retrouver la version audio sur l'afterlap.com. En tout cas, voilà, c'est sur la chaîne de Maxime, évidemment, la chaîne YouTube de l'Afterlap également. Et donc, Green White Checkered, ce rendez-vous bimensuel. Bah, écoutez, je crois que vous l'appréciez bien. Merci de votre confiance. Merci de liker, de retweeter, de commenter. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. Hein. Les comptes Twitter sont en description de chacun des épisodes. On vous rappelle aussi qu'il y a des playlists sur la chaîne de l'Afterlap et sur la chaîne Max Soul Pilote. Si vous voulez voir les anciens épisodes dont on évoque désormais des bribes pour les sujets qu'on a déjà évoqués, vous pouvez les retrouver sur les 2 chaînes sans difficulté. Voilà. Bon, en tout cas, Maxime, porte-toi bien. Nous, on se prépare de plus en plus au déconfinement en France. Vous, je pense que aussi, non? Ça va. Étant frontalier, on attend de pouvoir aller chez le Roi Merlin et Boulanger pour vivre normalement pour moi. Mais à part ça, ça se passe bien. Bon, ok. Allez, bah écoute, la santé avant tout. Merci à toi. Passe une bonne fin de semaine. Et puis donc, on se retrouve dans moins de 15 jours maintenant pour le prochain épisode de Green White Checkered. Allez, salut Maxime. Et salut à tous. Rendez-vous dans 15 jours. Salut. Ciao.